Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Un coup dans le dos, une trahison. Jean-Yves Le Drian délaisse le langage diplomatique pour qualifier l'attitude de l'allié américain. Hier soir, l'annonce a pris tout le monde de court. L'annulation d'un contrat de 52 milliards d'euros conclu entre l'Australie et la France pour l'achat de 12 sous-marins. Washington rafle le contrat du siècle et signe au passage un accord stratégique avec Canberra et Londres. C'est un nouveau coup de canif dans la relation transatlantique. Joe Biden, accusé d'ailleurs par la France de se comporter comme Donald Trump, choisit son combat, celui face à la Chine, et muscle sa présence militaire dans le Pacifique. Sans surprise, Pékin se braque et juge cette décision irresponsable. Crise des sous-marins, la trahison américaine, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au Journal du Dimanche, en charge de l'actualité internationale. Vous aviez suivi le président Macron en 2018 lors de sa visite en Australie. Il venait de promouvoir l'idée d'un partenariat stratégique indo-pacifique. Naturellement, on va beaucoup y revenir ce soir. Armelle Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale pour France 24. Valérie Niquet, vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Je rappelle votre livre, La Chine en 100 questions aux éditions Talendier. Enfin, Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Votre dernier ouvrage, Géopolitique de l'économie, est publié aux éditions Erol. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Il va falloir nous raconter, François Clémenceau, comment les choses se sont passées. Ça s'est déroulé cette nuit. On a vu que le ministre des Affaires étrangères était très en colère au réveil. Il y a de quoi, parce que d'après ce que je comprends, nous comprenons, c'est que cette décision à la fois de l'Australie et des États-Unis, elle a été apprise par les responsables français hier. C'est-à-dire que même lorsque le 30 août dernier, Florence Parly, Jean-Yves Le Drian rencontrent par visioconférence leurs homologues australiens dans un format qu'on appelle 2+2, où on discute effectivement de la mise en œuvre de ce partenariat stratégique signé avec l'Australie en 2016. Lorsqu'on évoque la mise en œuvre finalement de l'aspect militaire des choses avec ce contrat sur les sous-marins, à aucun moment, d'après ce que j'entends, il n'a été fait mention d'une alternative, de la possibilité pour les Australiens de sortir de ce contrat, de passer de sous-marins à propulsion diesel à propulsion nucléaire et même de changer de partenaire, c'est-à-dire de recourir désormais à des partenaires américains et britanniques. Donc la surprise, elle est totale. Et c'est un effet de sidération d'autant plus fort que ça ne correspond absolument pas ni à ce que les responsables australiens disaient depuis quelques années, ni même à ce que Joe Biden, dans ses rapports avec la France, Anthony Blinken, Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, faisait comprendre aux Français. Donc il y a le sentiment effectivement d'avoir été trahi, mais d'avoir en face de nous des gens qui sont dans la dissimulation, dans le meilleur des cas, ou dans le mensonge de l'autre. On ne parle pas de Donald Trump, là, on parle de Joe Biden. On parle de Joe Biden. Alors, toute la journée, on a eu des contacts avec des responsables à la fois à l'Élysée, au ministère des Armées, au Quai d'Orsay, pour essayer de comprendre finalement s'il n'y avait pas une erreur quelque part, s'il n'y avait pas une erreur d'interprétation, de compréhension ou même de renseignement sur ce que font nos partenaires, parce qu'on est quand même au courant de ce qui se dit, de ce qui se fait. Eh bien non. La surprise est totale, elle ne correspond en rien à ce qui avait été dit précédemment. La seule chose qui a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait effectivement des rumeurs, notamment au sein du Parlement australien, sur le fait de vouloir peut-être sortir du contrat, parce que les termes n'étaient pas suffisamment satisfaisant pour une partie de la classe politique australienne, mais déjà ce contrat avait été revu, corrigé, parce qu'il est toujours en cours, non pas dans la construction, mais dans l'élaboration, dans les études. Donc des rumeurs, mais pas plus que ça. Et puis, dans la crise afghane, et là on passe côté américain, il y a eu effectivement ce sentiment, là encore, d'être bousculé, d'être brutalisé, parce que là aussi, manque de coordination, manque de préparation, manque de concertation. Et on retrouve ça, effectivement, maintenant sur un dossier qui est beaucoup plus stratégique que la simple évacuation de l'Afghanistan. Simple, non. Elle ne l'était pas. Simple évacuation de l'Afghanistan. Mais l'effet, là, il est sur les 30 ans à venir. Il n'est pas sur les 15 jours à venir. Les conséquences diplomatiques de ce qui est en train de se passer. On ne parle pas, Armelle Charrier, de n'importe quel contrat. On parle du contrat du siècle. Ah oui, c'est vrai que lorsque on nous l'avait annoncé, ce contrat, c'était en 2016, tout le monde était plein d'une joie extraordinaire. On ne savait même plus
qui voulait dire on a réussi ce contrat du siècle. Il y avait le ministre Le Drian qui était à ce moment-là à la Défense, il y avait le président Hollande, et donc et l'un et l'autre étaient si fiers de dire on l'a signé, ce contrat qui portait sur 50 milliards, on parle bien de milliards d'euros, qui parle sur 22 sous-marins, qui montre une spécificité de construction française et qui surtout amène à aller donner une partie du savoir-faire de l'autre côté effectivement du Pacifique. Je crois que ce qui pardonnez-moi, je vous coupe, mais avec aussi un accord stratégique entre deux pays. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que la complémentarité, c'était ça. C'était de dire on est arrivé à vendre un armement de qualité dans un endroit où habituellement on ne va pas. Et surtout, on est arrivé à passer au travers des mailles d'un filet où habituellement l'industrie d'armement française ne va pas. C'est-à-dire qu'on est dans le milieu anglo-saxon. Et qu'on est arrivé à discuter avec les Australiens qui habituellement préfèrent justement être sous la coupelle américaine. Alors en 2016, on en était d'autant plus fiers que ça voulait dire qu'il y avait la recherche de la part de l'Australie d'aller chercher chez les Français une certaine autonomie en disant on n'a pas envie d'être sous la coupe américaine uniquement, et de cette Australie qui avait pris conscience que la Chine était en train de monter en puissance, et donc de la France qui disait eh bien nous aussi, puisqu'on a des territoires là-bas, puisque je vous rappelle qu'on a la Nouvelle-Calédonie, on a Tahiti, donc on a aussi une marine qui se déplace dans le Pacifique, on est un des rares pays européens à aller jusque-là. Alors, on a peu de bâtiments, on a peu de population, mais on a un petit peu, et donc on a construit ce partenariat. Alors, l'Australie évoque des raisons de sécurité nationale pour justifier le changement de partenaire sur ce sujet. Alors, il y a différentes thématiques, on a retenu. Il y a une thématique qui est que François l'a abordée, ils veulent un changement de sous-marin en disant on ne veut plus des sous-marins qui sont à moteur diesel, mais on veut à propulsion nucléaire, ce qui n'était absolument pas dans le cahier des charges. C'est ce qu'a redit Jean-Yves Le Drian et c'est ce qu'a redit la ministre Florence Parly tout à l'heure lors d'une conférence où elle disait d'ailleurs on va regarder au niveau justice ce que l'on peut faire. On pourrait attaquer la décision des Australiens ? On peut, évidemment, elle va aller regarder ce qu'il en était. Donc ça fait partie des choses qui sont absolument capitales. Économiquement, je me tourne vers vous, Sylvie Matelli. On parle de Naval Group, c'est un groupe français à Cherbourg. Il y avait une sidération aussi dans ce groupe de construction, donc de sous-marins, qui était persuadé que les carnets de commandes étaient prêts et pleins pendant des années. Ça peut coûter cher à l'Australie. On ne sort pas d'un contrat aussi énorme que ça sans pénalité. Alors très clairement, pour l'instant, on n'a aucune information sur les montants de ces pénalités, sur ce qui avait été négocié dans ce contrat, mais très clairement, ça peut coûter cher, et ce d'autant plus que c'est un contrat qui avait été négocié à l'issue d'une compétition. On se souvient que les Allemands de ThyssenKrupp avaient été écartés, et donc bien évidemment, là, tout d'un coup, changer de partenaire, c'est aussi peut-être, ça c'est à étudier, mais peut-être aller à l'encontre des règles de passation des marchés en Australie. Donc je pense que tous ces éléments-là vont être étudiés, et donc vous avez les pénalités prévues au contrat, et puis vous avez toutes les mesures qui seront prises pour essayer d'attaquer cette rupture en justice. Donc c'est assez flou pour l'instant, mais très clairement, oui, ça aura des conséquences. Et après, c'était le contrat du siècle pour Naval Group, donc il est clair que c'est un coup dur. Naval Group est quand même présent et a signé des contrats avec plusieurs pays, donc c'est un coup dur, c'est pas un coup fatal non plus, mais ça reste un coup dur. Alors là, on se tourne naturellement vers les Chinois parce que tout ça se passe dans cette zone-là. Et au fond, et on va beaucoup en parler ce soir, ce qui se joue, c'est naturellement la stratégie de Joe Biden dans cette zone Indo-Pacifique, comme on dit. Et la réaction des Chinois à ce contrat-là et à cette recomposition donc, de l'alliance stratégique, on va en parler ce soir, entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, ça n'a pas du tout amusé les Chinois. Oui, ça n'amuse pas les Chinois, mais ce n'est pas ça qui est le plus surprenant, en fait. C'est une réaction normale de la part de Pékin qui d'ailleurs met en avant le caractère de propulsion nucléaire. Ce ne sont pas des sous-marins qui lanceront des bombes atomiques pour simplifier, gardons ça à l'esprit, mais simplement, ils ne sont plus diesel, ils sont à propulsion nucléaire. Par ailleurs, il faut quand même noter que pour le moment, l'Australie n'a absolument pas la capacité de produire ce combustible. Donc soit elle va l'importer ou le faire charger les sous-marins en Angleterre ou alors aux États-Unis, soit elle devient une puissance avec cette capacité et ça change les équilibres dans la région. Et ils vont commencer à discuter de ces possibilités sur 18 mois. Donc la perspective de doter demain d'une capacité de sous-marin nucléaire qui pourra contrer la Chine, on est dans le domaine du rêve.
rêve, là. On est sur Pourquoi on est dans le domaine Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Pour le moment, ils ne peuvent pas les moyens. Ils amorcent des discussions qui seront sans doute très délicates au Parlement australien, mais également au Congrès aux États-Unis. Il y a des transferts de technologie qui seront très difficiles. Les Chinois ne sont pas contents. Ça, c'est normal. L'alliance États-Unis, Grande-Bretagne, qui retrouve son caractère global, ça les consolera de l'Irlande peut-être et du Brexit. Mais enfin, bon, voilà, qu'on donne un petit cadeau aux Britanniques. Ils sont importants, ils font partie de cette alliance. Et l'Australie, évidemment dirigée contre la Chine. Mais quand Florence parle d'incohérence, c'est aussi parce que l'objectif, c'était pour Joe Biden, en théorie, c'était de coaliser l'ensemble des démocraties qui partagent les mêmes visions, notamment sur la Chine, contre cette menace chinoise, que ce soit les Japonais, les Coréens, les Indiens en Asie, mais aussi les Européens. Et s'attaquer directement à la seule puissance européenne qui a été en pointe pour lancer cette stratégie défense de l'Indo-Pacifique qui a mené des partenariats avec l'Australie, très tôt, avec l'Inde, avec l'Asie du Sud-Est. Jean-Yves Le Drian a tous les grands dialogues stratégiques en Asie, qu'on appelle Shangri-La Dialogue, depuis des années, est extrêmement ferme sur la liberté de circulation sur mer contre la Chine. Florence Parly a les mêmes positions. Donc la France est véritablement à la pointe de cette stratégie de l'Indo-Pacifique, des rééquilibrages de la puissance chinoise. Et il semblerait que pour Joe Biden, la menace principale, en réalité, finalement, ça n'est pas la Chine, mais c'est la France qui ose parler d'autonomie stratégique, et donc c'est quelque chose d'épouvantable. Donc c'est quand même très, très curieux, avec les Britanniques, encore une fois, en appui, qui sont sans doute ravis. On fait juste partie des dommages collatéraux. Voilà. Valérie Niquet, on fait juste partie des dommages collatéraux. Oui, mais ça a des conséquences graves, parce que en fait, cette nouvelle position de la France sur l'Indo-Pacifique contre la Chine, elle n'allait pas de soi. Beaucoup de gens, d'abord en France, trouvent que pourquoi s'opposer à la Chine, c'est très bien la Chine, pourquoi s'allier aux Américains. Il y a un anti-américanisme en France qui est ancien, profond, et qui va renaître très certainement autour de ça. Et en Europe aussi, beaucoup de gens sont incertains. Donc cette attitude américaine, cette incohérence qu'on a vue effectivement en Afghanistan et aujourd'hui sur ce contrat, c'est quelque chose, ça c'est vraiment sidérant. Et nous allons en reparler après ce premier reportage. Le contrat du siècle s'est transformé, on l'a bien compris, en crise diplomatique. La France est sonnée. Les Australiens annulent un contrat de 52 milliards d'euros pour des sous-marins au profit des États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères évoque une trahison, un coup dans le dos de Canberra, mais surtout de l'allié américain. Léa Dermiedjian, Aurélie Saner. C'était une victoire pour la France. Le contrat du siècle, signé avec l'Australie. Une commande record, 12 sous-marins pour un montant de 56 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, coup de théâtre, l'Australie ne veut plus honorer le contrat. À Cherbourg, sur le site de Naval Group, 500 personnes travaillaient déjà sur le projet. Ce matin, les syndicats sont dans l'incompréhension. Ce que je sais, c'est que derrière, il y a des emplois de concernés. Les premiers à payer, malheureusement, sans être devin, je pense que ce sera les plus précaires. Une décision qui tourne à la crise diplomatique. Jean-Yves Le Drian, qui avait à l'époque signé le contrat, exige aujourd'hui des explications et ne cache pas sa colère. D'abord, c'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère, avec beaucoup d'amertume sur cette rupture. Ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Vous en voulez aux Américains ? Parce que cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. Critique frontale de Joe Biden, car derrière la volte-face australienne, il y a les États-Unis et le président américain qui propose à Canberra et Londres un accord stratégique de défense. Au lieu des sous-marins à propulsion français, ce sera de la propulsion nucléaire made in USA, un partage exceptionnel de technologies avec l'Australie. Une stratégie à 3 joueurs qui inclut Londres et qui permet à Joe Biden de renforcer l'influence américaine dans la région. Aujourd'hui, nous franchissons une étape historique pour approfondir et formaliser la coopération entre nos 3 nations, car nous reconnaissons tous qu'il est impératif d'assurer la paix et la stabilité à long terme dans la région Indo-Pacifique.
Parce que l'avenir de chacune de nos nations et même du monde dépend d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis sont en train de créer un nouveau partenariat de défense trilatéral dans le but de travailler main dans la main pour préserver la sécurité et la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Nous ouvrons un nouveau chapitre de notre amitié. De son côté, le Premier ministre australien tente d'éviter un conflit ouvert avec ses alliés français. Je tiens à souligner que la France reste un partenaire incroyablement important dans le Pacifique. Il y a peu, voire aucun autre pays dans le monde qui comprend l'importance du Pacifique et qui est aussi engagé. Et joue la carte de l'apaisement avec la Chine également. L'Australie reste ouverte pour discuter de ces questions avec la Chine, je crois, et j'espère que nous partageons tous deux le même objectif d'une zone Indo-Pacifique paisible. Sauf que pour Pékin, cette alliance XXL entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie est de mauvais augure et pourrait bien freiner ses propres ambitions dans la région. L'exportation de la technologie des sous-marins nucléaires par les États-Unis et la Grande-Bretagne vers l'Australie prouve une fois de plus qu'ils utilisent les exportations nucléaires comme un outil de jeu géopolitique, ce qui est extrêmement irresponsable. Chine, États-Unis, Europe, une tension qui redessine les équilibres géopolitiques et qui témoigne une fois de plus de l'influence observée, de la puissance redoutée de Pékin. Alors, beaucoup de questions après ce premier reportage. La première de Pierre dans l'Hérault. Joe Biden cherche-t-il le conflit avec la Chine en faisant de l'Australie une base américaine? Y aura-t-il d'autres contrats de ce genre? Alors, Joe Biden, ça fait partie de sa propre cohérence. On ne peut pas dire que vis-à-vis de la Chine, il ait changé radicalement de discours. Ils ont d'ailleurs adopté des éléments de langage qui ressemblent un peu aux nôtres, européens, à savoir que la Chine, c'est un concurrent, c'est aussi un partenaire, mais c'est aussi un rival systémique dont il faut limiter la capacité de nuisance. Australie, base américaine, c'est ça que j'entends dans cette question. Oui, mais à partir de là, il faut des partenaires. Les partenaires traditionnels militaires des États-Unis dans cette région Indo-Pacifique, c'est d'abord le Japon, c'est la Corée du Sud, et l'Australie est l'une des puissances occidentales dans la région qui n'a pas de nucléaire, qui n'a une armée finalement qui est assez... qui n'est pas une armée forte, pour dire les choses de façon polie. 50 000 hommes, je crois, très peu de bâtiments, et surtout des bâtiments anciens, pareil pour les avions. Donc oui, c'est un pays qui a besoin de renforcer sa posture de défense, et donc qui cherche des partenaires. C'était le cas avec les Français et l'Union européenne, et aujourd'hui... La raison pour laquelle les Australiens se tournent vers les États-Unis et décident de prendre un peu une sortie de secours par rapport à ce grand contrat stratégique avec les Français, c'est probablement aussi parce que l'influence et la pression américaine est extrêmement forte. Et aussi parce que l'Australie, de façon très authentique, ressent la menace chinoise beaucoup plus fortement aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans. Ils se sentent plus protégés par les États-Unis que par la France. Vous dites la France et l'Europe. Ça paraît, si on se met à leur place, on les comprend, non ? Non ? Peut-être, mais il se trouve que quand vous êtes dans une logique, si vous voulez, dans cet environnement-là, qui pour eux maintenant est un environnement menaçant, vous avez le choix entre multiplier vos partenaires dans une coopération militaire de défense stratégique à très long terme, et finalement n'en avoir plutôt qu'un seul, le plus fort. Et le plus fort, c'est les États-Unis. Mais... encore une fois, le choix, par exemple, de dire on ne veut pas de ces sous-marins qui sont pourtant, franchement, le haut de gamme de ce qu'on veut, parce que ce sont les nôtres, en fait. Hein, c'est l'identique. Donc on leur propose ce qu'on a de mieux. Mais ils sont à propulsion diesel, parce que c'était ce qu'ils souhaitaient. Parce qu'au départ, ils ne voulaient pas entendre parler de nucléaire, parce que c'est un pays, vous le savez, qui, avec d'autres pays de la région, dont la Nouvelle-Zélande, refuse le nucléaire. Donc, venir dire aujourd'hui, finalement, on va préférer le nucléaire, bien sûr que ça a un avantage stratégique, parce que quand vous êtes à propulsion nucléaire, vous pouvez rester bien plus longtemps sous l'eau, avec une autonomie très forte. Ce sont des sous-marins nucléaires d'attaque. Ce ne sont pas des sous-marins avec des engins nucléaires pour aller frapper la Chine. Donc, avoir des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, oui, c'est important. Encore faudra-t-il que l'opinion publique australienne l'accepte. Mais, encore une fois, pourquoi Joe Biden... et les Australiens
vont si vite et si brutalement et au mépris de toutes les conventions qui ont été passées avec leurs alliés. Rappelez-vous, Joe Biden, je veux revitaliser toutes les alliances. On s'en souvient, c'était il n'y a pas longtemps. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc il y a une forme d'incohérence, c'est ce que dit Jean-Yves Le Drian, mais il y a aussi quelque chose de plus grave, c'est de se dire comment reconstruit-on une forme de confiance avec des partenaires avec lesquels on a à peu près les mêmes buts. Moi, ce que je comprends, et je le dis très vite, c'est qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis, non pas une méfiance, mais un soupçon sur la réalité de notre propre stratégie indo-pacifique française et de la stratégie indo-pacifique européenne qui vient d'être adoptée aujourd'hui. C'est incroyable, la coïncidence. Aujourd'hui, l'Union européenne vient de se doter d'une stratégie indo-pacifique. Sauf que la nôtre est, disons, plus pacifique que celle des Américains. Elle est moins confrontationnelle. Elle vise effectivement à travailler avec eux et puis là où c'est pas possible, à réduire la capacité de nuisance. D'être dans une logique de guerre. Est-ce qu'on peut imaginer, Armel Charrier, qu'il y a eu un chantage des Américains ? Je pense qu'en fait, ce n'est pas tant la décision australienne que la décision américaine, si on veut effectivement avoir un peu de lecture sur ce qui va se passer. Finalement, les Américains considèrent qu'ils sont en guerre contre la Chine. Et donc, ils l'ont montré acte 1 avec l'Afghanistan, et là, ils le renforcent en disant on a besoin d'avoir une guerre qu'on va mener dans cette zone-là. Et ils vont chercher les alliés qui leur sont traditionnels. Et les alliés qui leur sont traditionnels, en terminologie habituelle, on dit les Five Eyes, c'est-à-dire en fait les 5 anglo-saxons, États-Unis, Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. C'est ceux avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. C'est ceux avec lesquels ils considèrent que comme c'est le monde anglo-saxon, le monde du libéralisme, le monde de la même culture, ils peuvent avoir du renseignement. Et donc du coup, ils disent il faut qu'on aille à la bataille ensemble. Au passage, ils offrent au Royaume-Uni une porte de sortie après le Brexit, qui est de dire « Ok, nous maintenant, on va jouer le jeu américain et on va jouer le jeu indo-pacifique, donc on n'est plus dans la sphère européenne. » L'Europe, effectivement, c'était l'accord qu'avaient trouvé les Australiens avec la France, qui était un accord bizarre. On avait une presse qui commençait à monter pour dire « Vous prenez du retard, vous coûtez trop cher, on n'aime pas ce que vous faites les Français. » Pourquoi ? Parce que, certes, il pouvait y avoir des retards ou des choses comme ça, mais aussi parce qu'il y a eu un lobby australien qui n'a pas l'habitude de travailler avec les Français. Les Français, on a une mauvaise réputation là-bas. On est ceux qui avons fait des essais nucléaires. Et donc, puisqu'on a fait des essais nucléaires, ils ne nous aiment pas. Ça reste, c'est resté dans ces tensions-là. Donc, c'était pas naturel pour eux d'aller travailler avec nous. Donc, certainement, ce que n'a peut-être pas compris Naval Group, c'est-à-dire que le moindre petit écueil qu'ils allaient faire, le moindre petit retard ou quoi que ce soit, allait être monté contre eux parce que finalement, la partie n'était pas jouée et qu'elle allait se rejouer en sous-main. C'est une impression, mais ça donne effectivement cette impression qu'on est en train de se resserrer sur ce en qui on a confiance. Une déclaration du major général Adam Finlay, c'est un général australien. Il a dit en mai 2021, un conflit avec la Chine est très probable. Pourquoi d'un coup il y a eu cette montée en pression entre l'Australie et la Chine? Valérie Niquet. Alors c'est pas véritablement d'un coup, ça fait déjà plusieurs années. C'est aussi parce que la position australienne elle-même, il y a eu des changements de gouvernement, a changé. On avait des gouvernements en Australie qui étaient très favorables à la coopération avec la Chine. Il y a une vraie complémentarité, notamment avec les matières premières australiennes, le charbon, l'acier, etc. Et les besoins de la Chine. Il y a eu une évolution. Et l'Australie est devenue beaucoup plus vigilant face aux menaces chinoises. Et je ne parle pas uniquement, et peut-être pas essentiellement de menaces militaires. On en est quand même assez loin. Il ne faut pas non plus. Mais par exemple, l'influence, le lobbying chinois, l'influence chinoise dans les universités auprès d'hommes politiques australiens. Donc il y a eu véritablement, il y a eu des pressions chinoises, également un chantage commercial sur les biens australiens, le vin, l'acier. Il y a eu des embargos. Finalement, l'Australie s'en est plutôt bien sortie. Donc en fait, il y a des tensions qui sont montées entre l'Australie et la Chine. Et l'Australie, en fait, s'est plutôt rapprochée de l'analyse d'autres acteurs régionaux qui s'inquiétaient de cette montée en puissance chinoise qui longtemps n'a pas tellement dérangé les Australiens. Je ne crois pas du tout à une guerre demain entre l'Australie et la Chine, ni d'ailleurs à une volonté de guerre des États-Unis contre la Chine en Asie. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? C'est une montée en tension gérée, contrôlée? Je ne sais pas s'il y a véritablement une montée en tension, si ça va beaucoup plus loin que ce qu'on dit aux États-Unis depuis longtemps, c'est-à-dire une alliance contre la Chine pour contrer la montée en puissance de la Chine, y compris militaire, dans la région. Je pense que peut-être, pourquoi maintenant cette remise en cause, qui est assez curieuse, effectivement, on a eu un 2+2 stratégique, un dialogue
dialogue très approfondi avec les Australiens il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines. Donc c'est quand même très très curieux. Pour Biden, l'humiliation afghane a été expliquée par le fait que, oui, mais on lâche l'Afghanistan un peu n'importe comment parce qu'on va en Asie. Et là, c'est présenter un accord en montrant, regardez ce qu'on fait, l'alliance du siècle après le contrat du siècle. Vous voulez dire qu'il fait comme souvent de la politique intérieure et qu'il est en train de dire aux Américains, regardez, ça ressemblait à une débâcle, mais c'était pour faire ça et on rafle un contrat au passage. Aux Américains et à ses alliés régionaux qui ont des raisons de s'inquiéter de la réalité de l'engagement et de la solidité de la protection américaine après la manière dont ce qui s'est passé en Afghanistan. Donc en fait, là, c'est un peu une manière de dire, regardez, on est très présent, on a une grande alliance contre la Chine, on est présent, on est dans la région. Je ne sais pas quelles étaient les motivations réelles de l'Australie et s'il n'y a pas eu des débats, mais c'est vrai qu'il y a des opérations de lobbying, comme vous le disiez, très très puissantes depuis déjà des mois et même des années en Australie contre cet accord avec les Français. Simplement, encore une fois, je pense que c'est un choix stratégique sur lequel on peut s'interroger, parce que si à terme l'idée c'est d'engager l'Europe et les grandes démocraties et la France, qui est quand même un des principaux acteurs militaires au niveau européen, je parle dans la zone, contre la Chine, c'est vraiment très très mal parti. Et on parlait de ce rapprochement avec l'Australie. Joe Biden recevra les 3 dirigeants japonais, australiens et indiens. Le Quad, ça s'appelle, et il privilégie ces espèces d'alliances comme ça, un peu réactives, un peu plus agiles que... Oui, alors c'est pas la première fois, le Quad, ça existe depuis un moment, mais c'est vrai que le 24 septembre, là, ce sera une réunion, ce sera à Washington, et effectivement, ce sera une façon de dire aussi aux Japonais, de dire on ne vous oublie pas, vous faites partie de ceux qu'on a envie de défendre. C'est une façon aussi de dire à tous les autres alliés, à tous les autres pays qui ont peur de la politique chinoise, de l'hégémonie chinoise, des routes de la soie, des conséquences que cela peut avoir, de leur dire, vous inquiétez pas, on est là, on est dans cette stratégie Indo-Pacifique et on n'est pas tout seul, on a des partenaires dans la région. Sylvie Matellier, est-ce que ça peut abîmer durablement la relation avec l'ami américain, l'allié américain? C'est vrai que l'Afghanistan, plus ce qui se passe avec ce contrat énorme pour la vente de sous-marins, ça commence à faire beaucoup. On était peut-être un peu bercé d'illusions en se disant on est sorti des années Trump, les choses vont changer avec Joe Biden. C'est une douche froide. Alors, ça dépend qui vous mettez derrière le on. Si vous mettez la France... Alors, je mets la France d'abord. On va parler de l'Europe dans un instant. Si vous mettez la France, il y a quand même toujours eu ce discours qui consistait à dire on change de président, mais la stratégie américaine s'inscrit dans la continuité. Depuis Barack Obama a suivi Donald Trump. La méthode change, mais on est quand même dans une stratégie qui a une certaine continuité. Si on parle de l'Europe, on va voir dans les prochains jours. C'est vrai qu'on avait quand même une Europe ces derniers mois qui avait plutôt suivi l'approche française, avec quelques bémols très clairement, mais qui était relativement méfiante vis-à-vis de l'allié américain. Aussi parce que Joe Biden, dès son arrivée, a eu quelques maladresses vis-à-vis de l'Europe, a presque tapé du poing sur la table en expliquant qu'il fallait choisir son camp à présent, que les Européens étaient trop faibles vis-à-vis de la Chine, etc., etc. Et puis il s'était adouci quand il avait vu la réaction européenne et avait essayé de convaincre au sommet de l'OTAN lorsqu'il était venu ou dans le dernier G7. Donc, pour l'instant, c'est très incertain côté européen, mais il est clair que l'Afghanistan, plus cette affaire avec l'Australie, plus un certain nombre de signaux qui ne sont pas très positifs, vont probablement inciter les Européens à aller plus loin dans leur démarche. Alors justement, on va en parler, puisque visiblement c'est le sujet, les Européens, parce que entre les mauvaises manières de l'allié américain et l'impérialisme du puissant chinois, l'Europe tente de se construire ce qu'elle appelle une autonomie stratégique. Hier, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a encore durci le ton vis-à-vis de Pékin et de son projet commercial des routes de la soie. Walid Berissoul et Christophe Roquet. En mars 2019, tapis rouge pour Xi Jinping sur le perron de l'Elysée. Ce jour-là, l'Europe tente timidement de faire bloc face aux ambitions chinoises. Le président français, la chancelière allemande et le patron de la Commission européenne accueillent tous les trois le numéro 1 chinois. Qualifié alors poliment de rival systémique. 2 ans plus tard, Bruxelles s'essaye à un langage plus musclé et ambitionne de contrer un projet planétaire porté par Pékin, les nouvelles routes de la soie. Cela n'a pas de sens pour l'Europe de construire une route parfaite entre une mine de cuivre propriété de la Chine et un port également acheté par la Chine.
C'est pourquoi nous vous présenterons bientôt notre propre stratégie pour connecter l'Union européenne au monde, appelée Portail Global. Nous voulons créer des liens et pas des dépendances. À la recherche d'une place parmi les grandes puissances, l'Union européenne entend elle aussi accroître sa présence à travers le monde via des partenariats et des infrastructures. Mais à ce jeu-là, la Chine a une certaine longueur d'avance. Un réseau tentaculaire de routes commerciales déjà bien installé au cœur même du vieux continent. Et dans la famille européenne, Pékin a ses favoris, particulièrement les pays de l'Est et les Balkans. C'est là, d'ailleurs, qu'Angela Merkel a consacré l'un de ses derniers déplacements de chancelière, avec en guise de message d'adieu, un avertissement face aux défis chinois. Il y a un intérêt géostratégique absolu pour nous à accepter réellement ces pays dans l'Union européenne. À ses côtés, le président serbe qui, quelques jours plus tôt, inaugurait une usine de production de vaccins chinois contre le Covid-19. Il faut dire qu'au plus fort de la crise sanitaire il y a un an, il avait clairement choisi son camp. La solidarité européenne n'existe pas. C'était un conte de fées sur le papier. Il n'y a qu'un seul pays qui peut nous aider dans cette situation, et ce pays, c'est la Chine. La générosité de Pékin. D'autres pays en ont eu une expérience, disons, plus contrastée. Le Monténégro, par exemple. Pour financer la construction de cette autoroute, le pays a emprunté 1 milliard d'euros à la Chine. Mais 6 ans plus tard, les travaux sont loin d'être achevés. Les coûts ont explosé et l'un des pays les plus pauvres d'Europe se trouve lourdement endetté. Je dois reconnaître que c'est l'autoroute la plus chère d'Europe. En Serbie, un tronçon de même longueur et de topographie similaire a coûté 16 millions d'euros par kilomètre et nous, c'est 26. Je ne comprends pas cette différence. Au cœur de l'Europe, l'Italie, elle aussi, a bien déchanté. Il y a 2 ans, pourtant, c'était la lune de miel avec Pékin. Ce jour-là, la Chine signe une victoire diplomatique majeure. Un pays du G7, membre fondateur de l'Union, rejoint les nouvelles routes de la soie. Mais aujourd'hui, plus question de poignées de main ni de gros contrats, place à la méfiance. Personne ne conteste le fait que la Chine a le droit d'être une grande économie comme les autres, assise autour de la table. Mais ce dont nous avons discuté, ce sont les méthodes utilisées par ce pays. Nous devons coopérer avec la Chine, mais nous devons être très francs sur les points que nous ne pouvons pas accepter. Et quand l'Europe dit non, elle le fait sur des sujets où il lui a longtemps été reproché son silence, comme le sort réservé à certaines minorités en Chine. Hier, Ursula von der Leyen a pour la première fois proposé de bannir du marché européen les produits issus du travail forcé des Ouïghours. Les droits de l'homme ne sont pas à vendre, quel qu'en soit le prix. Mais au sein même des 27, la Chine dispose de quelques amis, des amis puissants. Viktor Orban, par exemple. Plusieurs fois, il a opposé son veto pour défendre Pékin, le plus souvent sur la question des droits de l'homme. Et la crise diplomatique se poursuit puisque, à l'instant, Paris dément avoir été averti en amont de la rupture de ce contrat, alors que la Maison-Blanche, plus tôt dans l'après-midi, avait certifié avoir prévenu ses alliés français. François Clemenceau, ça c'est l'écume des choses, ou parce qu'il y a ces communiqués-là, ça veut dire que les choses sont vraiment crispées entre la France et les États-Unis? Ah oui, il y a une vraie crispation et ça ne va pas être la bataille de « je t'ai dit, non, j'ai pas dit ». C'est juste le fait que ça traduit un soupçon, une méfiance, une crispation, une incompréhension même sur la façon de faire et sur les raisons pour lesquelles les choses ont été décidées de façon aussi imprévisible et de façon aussi péremptoire. Ouais. Donc oui, je crois qu'il y a une sérieuse remise à plat qui est en train de se faire. Les diplomates français parlent de clarification. Oui, il va y avoir une grande explication des gravures et, à mon avis, plus vite qu'on ne le pense. Et quand les diplomates parlent de clarification, c'est qu'en général, le ton est monté. Oui, hein, quand même. On avait utilisé exactement le même terme, souvenez-vous, à l'OTAN, lorsqu'on avait parlé de l'OTAN à mort cérébrale, du comportement des Turcs au sein de l'Alliance, et on avait dit oui, il faut une clarification. Françoise, dans la Marne, avec de pareils alliés, la France devrait-elle sortir de l'OTAN ?
Elle pourrait avoir une position qui serait très stricte à ce niveau-là. A priori, elle ne le fera pas, mais certains lui demandent d'avoir ce panache-là, en disant qu'il faut effectivement être différent. Alors, la question qui est posée à l'Europe, et ce qu'on a très bien vu dans ce reportage, c'est maintenant quelle sera sa stratégie entre cet allié compliqué à gérer, visiblement, quels sont les États-Unis, et la puissance chinoise, avec cette idée d'une défense européenne. Ça a encore été évoqué hier par Ursula von der Leyen. Oui, qui du coup a fait un chapitre assez long sur la défense européenne parce qu'elle y met le fait d'avoir évidemment des militaires et une action ensemble, mais elle y met aussi le fait de devoir se protéger de toutes les cyberattaques et elle y met aussi le fait qu'à un moment donné, il faut une souveraineté stratégique et que par exemple, demain, il faut aussi être indépendant et savoir, elle a pris cet exemple-là en parlant de la loi puce, savoir faire des microprocesseurs pour pouvoir du coup être autonome en Europe. Alors pourquoi est-ce qu'on le met dans la défense européenne ? Parce que vous pouvez avoir un armement européen. Si à un moment donné, vous vous trouvez avec une puce, qu'elle soit américaine ou qu'elle soit chinoise, dans ces cas-là, vous êtes dépendant. Donc c'est une vraie question qu'aujourd'hui se pose à l'Europe. Mais on voit que de toute manière, il n'y a pas beaucoup de cohérence à l'Europe aujourd'hui. Outre le fait que les gens ne pensent pas forcément tous la même chose, moi, j'ai été étonnée parce que lorsque l'on parle d'une stratégie indo-pacifique dans la bouche de la présidente de la Commission, évidemment qu'on comprend ce qu'elle veut dire parce qu'on est aujourd'hui entre la guerre avec la Chine, on voit la montée en puissance et on voit comment est-ce qu'il faut opérer là-bas. Mais on le fait comment ? Parce qu'on n'a plus beaucoup d'argent, que les marines les plus importantes, c'est pas nous qui les avons. Enfin, je veux dire, on a une marine qui est une marine française. La marine britannique, maintenant, on sait très bien où est-ce qu'elle a choisi son allié. C'est loin d'aller jusque-là. Donc, on n'a pas les moyens de cette stratégie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'a frappé hier dans le discours de Ursula von der Leyen, c'est qu'en même temps, c'était un discours où on entendait, elle est allemande à la base aussi, une vision d'un certain nombre de pays qui écoutent ce que dit l'allié américain. L'allié américain a dit qu'aujourd'hui l'ennemi c'était la Chine et donc on va dans cette logique-là. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a pas mal d'incohérences parce qu'à la fois on nous dit il faut être absolument autonome à la fois sur l'Europe de la défense et avoir tout en autonome parce qu'on peut vivre en autarcie s'il se passe quelque chose. Très bien, c'est ce qu'on savait faire dans le temps et on l'a beaucoup délégué maintenant soit aux Américains, soit à l'Asie. On dit on reprend ça et puis en même temps on s'engage dans quelque chose qui n'est pas notre combat. Qui n'est pas notre combat et sur lequel on ne saura pas comment faire. Sylvie Matelli. Oui, et en même temps, pour compléter les incohérences, dans l'un des 6 piliers qu'elle a cités dans son discours pour construire la défense européenne, il y avait la relation à l'OTAN. Alors même qu'après l'Afghanistan, il y avait quand même un certain nombre de personnes, alors en France bien sûr, et c'est pas tout à fait étonnant que ce soit en France, mais pas que, en Europe aussi, qui questionnaient sur le rôle de l'OTAN, sur l'avenir de l'OTAN, au vu de l'échec que constituait l'Afghanistan. Donc c'est clairement très, très étonnant. Et effectivement, la stratégie... Quand vous dites étonnant, c'est incohérent. Incohérent. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On est dans. Elle joue aussi avec les incohérences et les divisions qui existent en Europe sur les questions de l'Europe de la défense, sur la relation à la Chine, sur la relation aux États-Unis. On est à peu près d'accord sur rien, sauf peut-être qu'il faut qu'on se renforce en matière de défense. Et on n'y arrive pas. Ça fait combien d'années qu'on le dit ? Et puis en plus, on a des défis à nos portes, bien plus proches que l'Indo-Pacifique, qui sont multiples, divers et variés, et qu'on n'arrive déjà pas à relever. Par exemple, c'est la relation à la Russie, qui là aussi divise en Europe, mais qui est un vrai sujet depuis des années. C'est la Méditerranée et la stabilité en Méditerranée. C'est la Turquie. On est entouré à nos portes de défis stratégiques. Et puis rajouter à ça la question migratoire, les enjeux économiques. C'est un peu humiliant au fond pour l'Europe ce qui est en train de se passer. Alors peut-être que je me trompe de lecture, mais si on ajoute le fait qu'on n'est même pas prévenu ce qui s'est passé pour l'Afghanistan, ce qui se passe de nouveau sur un contrat à 52 milliards, franchement... je ne sais pas, je serais plus nuancé là-dessus parce que ce qui se passe aujourd'hui, on aurait dit il y a 10 ans que l'Europe se serait dotée d'un début d'industrie européenne de l'armement. Tout le monde aurait rigolé. On y est vraiment ? Mais ça commence. Mais comme d'habitude en Europe, les choses prennent un temps fou. Et effectivement, quand vous lancez des projets, et même l'idée, alors personne ne parle encore d'armée européenne, mais quand vous parlez d'initiative européenne de défense, quand vous parlez de... Un char. Bien sûr. Et les projets franco-allemands, ils existent. Ils mettent du temps à se mettre en place. L'avion du futur, etc. L'hélicoptère franco-allemand, les chars. Tout ça, ça prend un temps fou. Pourquoi ? Parce qu'il faut un minimum de consensus dans un minimum de noyau dur pour arriver à convaincre les autres. Donc ça prend du temps. Mais l'idée que... à moyen terme, c'est-à-dire dans 10 ans. Mais regardez les contrats pour les sous-marins. Ils ne les auront pas, les sous-marins, avant 20 ans.
Ça prend 20 ans. Bon, nous, pendant ces 20 ans-là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va essayer, par exemple, de faire en sorte que les armées européennes se dotent de plus en plus de matériel de défense européen plutôt que de matériel américain? C'est le but. Est-ce qu'on va faire en sorte que la Chine cesse de diviser les Européens les uns avec les autres, en commençant par ce fameux groupe des 16+1 qui continue encore d'avoir des velléités de travailler avec la Chine et donc d'amoindrir les cas de friction ou de querelle? L'Europe, et c'est pour ça que quand Ursula von der Leyen, l'année dernière, lorsqu'elle est arrivée, elle a dit « vous allez avoir maintenant une commission européenne géopolitique », tout le monde s'est dit « mais ça ressemble à rien, l'Europe, c'est pas de la géopolitique, l'Europe, c'est un marché unique et qui a effectivement un poids commercial si fort que les autres sont obligés d'en tenir compte ». Mais maintenant, sur les questions de défense, de stratégie, plus personne aujourd'hui ne vous rionnait quand on parle de stratégie autonome. Plus personne ne vous rionnait quand on parle d'Europe de la défense. La seule question, et c'est vrai qu'on a raison de la poser dans ces termes-là, c'est comment, combien et dans quel calendrier. Alors, mais vous avez aujourd'hui ce consensus quand même, qui n'existait pas il y a 5 ans ou 10 ans. Je voudrais me tourner vers Valérie Niquet. Vous dites à l'instant, plus personne nous rionnait lorsqu'on parle de la défense européenne. Est-ce qu'on est devenu crédible sur ce sujet-là au point d'inquiéter les Américains et les Chinois ? Non, pas encore. Et à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se couper des États-Unis. Les États-Unis, particulièrement dans le Pacifique, en Indo-Pacifique, sont la seule puissance qui compte véritablement en matière de défense. Mais il n'y a pas uniquement la défense militaire, il y a aussi des systèmes d'alliance. Je rappelle que la France est quand même membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et antagoniser ce type de puissance, ça n'est pas forcément le meilleur choix stratégique qui existe, surtout quand on veut s'attaquer à une puissance chinoise. Moi, je partage beaucoup d'analyses sur la menace chinoise et le fait qu'il faut en être conscient. Et je me réjouis du fait que c'est quelque chose qui devient une thématique réelle, qui existe en Europe aussi, alors que ça n'était pas le cas auparavant. Mais le type d'action qu'on menait actuellement, là, avec le contrat, notamment en Australie, en essayant d'évincer la France, eh bien, ça va tout simplement recréer des divisions en France même, au sein de l'Union européenne, sur qu'est-ce qu'on fait face aux Chinois. Et Pékin va être, à mon avis, très très actif pour dire, regardez ce qui se passe avec les États-Unis, et nous sommes là, nous pouvons travailler ensemble. Donc ça risque de fragilise une stratégie qui était presque calée des Européens contre la Chine. Je résume comme ça. Et y compris d'alliance avec les États-Unis sur ces thématiques-là et avec d'autres puissances en Asie. Et c'est ça qui risque d'être remis en cause d'une manière assez absurde, en fait. J'ai l'impression, mais peut-être caricatural, qu'à chaque fois, sur chaque dossier, on se retrouve toujours entre le marteau et l'enclume. Oui, mais en même temps, je ne vois pas où est l'intérêt des États-Unis sur ce sujet-là. Et comme on le disait tout à l'heure, l'Australie aurait tout à fait peut avoir plusieurs partenariats. Et il est hors de question de dire que non, on n'a plus besoin des États-Unis en Asie. On en a besoin, mais ça ne limite pas. Et le repli sur un monde anglo-saxon qui fait très avant-guerre, en fait. Même pas avant-guerre froide. On a l'impression de voir un vieux film en noir et blanc avec sur justement les États-Unis, la Grande-Bretagne. Et c'est assez curieux. Justement, vous parlez de la guerre froide, c'est ce qu'a dit le porte-parole de la diplomatie chinoise. Il a dit qu'ils font preuve d'une mentalité de guerre froide. La coopération entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie sape gravement la paix et la stabilité régionale. Ça, c'est l'argument habituel qui n'a rien d'extraordinaire. La thématique du retour à la guerre froide pour la Chine est quelque chose qu'on entend constamment. C'est Sylvie Matelli. Ce qui est intéressant, effectivement, je rejoins ce que vient de dire Valérie, c'est qu'au sortir du dernier sommet de l'OTAN avant l'été, on avait un sommet qui avait été écourté, mais Joe Biden s'était quand même déplacé. Et la conclusion qui en avait été tirée, c'était les Américains ont compris que l'autonomie stratégique et la défense européenne, ça peut aussi servir les intérêts américains. Et là, j'ai l'impression qu'on s'aperçoit qu'on s'est complètement trompé dans l'interprétation que nous, Européens, avons fait de ce sommet. En fait, le sommet était assez creux et le communiqué final contenait pas grand-chose. Avec un paragraphe sur la Chine, quand même. Avec un tout petit paragraphe sur la Chine, alors même que la Chine devait être omniprésente. Donc les Européens avaient quand même relativement bien placé leurs billes et ça semblait assez satisfait. Et en fait, ça dénotait vraiment avec le dernier sommet européen où là, pour le coup, on avait l'impression d'un certain nombre d'avancées, pas seulement en matière d'autonomie stratégique et pas seulement en matière de défense, aussi dans le recentrage de l'industrie, le repositionnement de l'industrie sur les puces et
les composants, etc., etc. Donc il y avait vraiment ce décalage et la conclusion européenne positive finalement était très certainement erronée. Je pense que les Américains sont rentrés au pays en se disant oh là là, il y a rien à faire avec ces Européens, toujours les mêmes et leur autonomie stratégique, c'est une balle qui nous tire dans le pied en fait. Est-ce que ça veut dire que dans ce monde-là, François Clémenceau, les alliances, les accords ne valent plus rien ? C'est une très bonne question parce que quand on entendait Joe Biden en campagne, puis en arrivant à la Maison-Blanche parler de la restauration des alliances et surtout d'une implication beaucoup plus forte des États-Unis dans le multilatéralisme, on se disait ça y est, enfin, après 4 années horribles où finalement tout ça a été nié, on en revient aux fondamentaux, c'est-à-dire que de toute façon, sur les grands défis globaux, on a tous besoin des autres, que ce soit sur le climat ou sur la pandémie, mais qu'au niveau stratégique, l'Europe représente, et le mot a été utilisé, une troisième voie entre les États-Unis et la Chine. Ça ne veut pas dire qu'on se tient vraiment au milieu. On est évidemment beaucoup plus proche des États-Unis parce qu'on partage en gros les mêmes valeurs et puis les aspirations démocratiques par rapport à la Chine et aux normes que la Chine veut imposer au reste du monde. Mais après, c'est clair que la façon dont les Européens envisagent cette stratégie indo-pacifique, c'est beaucoup moins dur, c'est beaucoup moins confrontationnel que ce qu'envisagent les Américains. Faire de l'endiguement, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition et pas avec n'importe qui. Moi, j'étais frappé lorsque je me suis rendu pour la première fois au dialogue Shangri-La, et c'était d'ailleurs le moment où les Français, pour la première fois... Alors c'est quoi le dialogue Shangri-La ? C'est le grand dialogue géostratégique en Asie. Et ça se passe une fois par an, et ça se passe à Singapour. Et là, les Français n'y avaient jamais mis les pieds dans les années 2000. En 2012, Jean-Yves Le Drian vient et dit « La France, on est une puissance pacifique parce qu'on a une présence géographique, etc. Mais on a envie de participer à ce débat. Comment on fait pour mieux se protéger ? Comment on fait pour mieux se concerter, se coordonner les uns les autres pour faire de cette région une région en paix et en sécurité, pas une région de confrontation, là où effectivement tout le monde peut faire du chantage sur tout le monde parce qu'on possède les leviers dans une région stratégique où passe 50% au minimum du commerce mondial. » Eh bien, les premiers étonnés, c'était pas tellement les Chinois, c'était pas tellement les Asiatiques qui étaient assez contents, c'était les Américains et c'était les Britanniques qui se disaient mais comment, quel culot, etc. Et lorsque Florence Parly est revenue en 2019, avec le Charles de Gaulle qui était à quai à Singapour, là les gens se sont dit mais c'est du sérieux cette histoire, ils veulent vraiment être présents, participer. Ben oui, mais... Encore une fois, c'est pas uniquement une question de moyens, c'est aussi une question de volonté. Et c'est vrai que si la France n'avait pas fait ça, les Européens ne seraient pas venus derrière. Mais là, c'est retour à la case départ sur ce sujet-là. C'est un peu effectivement une déconvenue, mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu nos illusions. Ça veut dire qu'on est dans un point de blocage et il va falloir le résoudre. On parlait de la Chine, la grande puissance chinoise montre ces derniers jours des signes de fébrilité. En cause, le risque de défaut du géant immobilier Evergrande qui présente une dette de 260 milliards d'euros. Pour l'instant, les marchés mondiaux semblent écarter un scénario à la Lehman Brothers, mais c'est en Chine que la colère commence à monter. Juliette Vallon, Nicolas Baudry-Dasson. Evergrande, rends-nous l'argent. La colère et le désespoir devant le siège du géant immobilier chinois Evergrande. Image rare de manifestations dans l'une des plus grandes villes du pays. Depuis le début de la semaine, des dizaines de personnes se rassemblent chaque jour sous les fenêtres du groupe, au bord de la faillite. Écrasé par une dette de 260 milliards de dollars, le plus puissant promoteur de Chine a mis fin à tous ses chantiers, laissant sur le carreau ses sous-traitants et propriétaires dont beaucoup avaient acheté sur plan. S'ils ne me rendent pas mon argent, je sauterai du toit d'un gratte-ciel. Ils m'ont volé tout mon argent, je n'ai plus rien. Je suis venu ici de l'autre bout du pays, de la province de Shandong, pour demander de l'argent à Evergrande, en apportant nos factures, garantissant le paiement qui est en retard depuis 3 mois maintenant. Nous étions des nettoyeurs pour Evergrande. Nous balayons les sols pour eux. Nous sommes environ 200 et jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas reçu nos salaires. La chute vertigineuse du groupe immobilier Evergrande. Un scénario qui rappelle celui de la banque Lehman Brothers, victime de la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis, et de ses salariés, carton sous le bras, quittant leur bureau de la banque new-yorkaise. Tout avait pourtant bien commencé pour le groupe privé chinois.
Lancé en 1997, il mise sur l'urbanisation rapide du pays grâce à son fondateur et PDG, un ancien métallurgiste issu d'un milieu très modeste. Xu Jiayin, une ascension à l'image de la Chine, avec beaucoup d'appétit. En plus de l'immobilier, il achète un club de foot et investit tous azimuts dans des parcs d'attractions, des usines, ainsi que dans l'eau minérale et les voitures électriques. Des placements pas toujours heureux pour Evergrande. Avec aujourd'hui, un État chinois menacé de perdre l'un des symboles de son modèle économique. Difficile pour Pékin de regarder tomber ce mastodonte, au risque de faire vaciller l'économie du pays, dont l'immobilier est l'une des principales locomotives. Ce qu'il risque de se passer, c'est que si l'État chinois n'intervient pas directement, il interviendra sans doute indirectement pour assumer une partie de cette dette et faire en sorte que les propriétaires chinois ne perdent pas leurs biens. Éviter à tout prix de creuser les inégalités sociales au moment où le président chinois Xi Jinping vient de lancer son nouveau slogan « Prospérité commune ». Objectif du leader communiste, réduire les écarts de richesse dus à l'essor économique fulgurant du pays. Dans une réunion en août dernier, Xi Jinping a notamment appelé les citoyens les plus fortunés à devenir philanthropes pour rétablir une certaine égalité. Des dispositions doivent être prises pour augmenter les revenus des plus pauvres et partager la richesse. La Chine, où le secteur de l'immobilier représente un quart des investissements et plus d'offres que de demandes, a-t-elle atteint les limites de son modèle économique ? En plus des 200 000 salariés travaillant chez Evergrande, le groupe génère indirectement plus de 3 millions d'emplois dans le pays. Valérie Niquet, ça angoisse un peu les Chinois, ce qui est en train de se passer avec Evergrande. Ça angoisse les Chinois et ça angoisse le pouvoir chinois, évidemment. C'est pas nouveau, les problèmes du surendettement et de l'immobilier en Chine, c'est permanent, avec des hauts et des bas. Et ça aussi, on donne beaucoup de crédits, donc il y a une bulle immobilière, et puis on veut reprendre en main et ça s'effondre. C'est à peu près ce qui se passe, plus des entreprises qui ont les yeux plus gros que le ventre et qui donc grossissent jusqu'à ce qu'elles éclatent. En général, le pouvoir suit derrière la Banque de Chine avec toute une série d'organisations en fait prend en charge les dettes parce que le risque c'est la crise sociale. Les Chinois ne disent pas grand-chose politiquement parce qu'il y a une reprise en main, on a peur, la répression est beaucoup plus forte qu'auparavant, mais quand on touche à leurs économies... Il y a eu des manifestations là. Oui, il y a des manifestations et ça peut dégénérer. Et il y a une reprise en main de la part du pouvoir en Chine aujourd'hui qui est très importante. On le voit aussi sur Internet, on voit sur toute une série d'entreprises. Il y a le congrès du parti en 2022 et beaucoup de critiques en interne contre Xi Jinping qui ne sont pas coalisées, qui ne s'expriment pas publiquement. Mais voilà, tous les slogans sur la prospérité, par exemple, c'est aussi contre les inégalités énormes en Chine. Ce qui est en train de se passer avec ce contrat et avec ce qui se passe entre les États-Unis et l'Australie, c'est utilisé en interne par les Chinois ? Comment est-ce qu'ils l'utilisent ? Ce qui est utilisé par les Chinois, c'est une sorte d'effervescence nationaliste et la puissance chinoise qui s'affirme dans le monde. Donc critiquer les États-Unis, critiquer tous ceux qui attaquent la Chine, ça marche toujours. C'est essayer en tout cas, mais ça ne marche pas tant que ça. Pour les Chinois, ce qui compte, c'est leur vie quotidienne et c'est beaucoup plus ce qui se passe dans l'immobilier où ils risquent de perdre toutes leurs économies plutôt que d'attaquer les États-Unis où d'ailleurs presque tous, s'ils le pouvaient, enverraient leurs enfants faire des études. Et en Australie, c'est là où se trouvent le plus d'étudiants chinois. Donc en fait, c'est un discours qui est beaucoup repris sur Internet par les groupes les plus radicaux soutenus par le pouvoir. Pour la population chinoise, c'est la réalité qui compte et c'est là que ça peut vraiment être mauvais pour Xi Jinping et ceux qui le suivent. Cette question, dans cette zone Indo-Pacifique tant convoitée, qui sont les alliés de la Chine ? Les alliés de la Chine dans cette région, oui, tout à fait. Ah oui ? Ça vous fait rire, Valérie? Oui, ça me fait rire parce que la Chine n'a pas d'alliés. Voilà. Voilà. Elle a des... Alors, il y a deux questions. Il y a les alliés stratégiques, évidemment, mais il y a aussi les enjeux économiques et les alliés économiques. Il ne faut pas oublier que la Chine, l'an passé, a fait passer un accord régional avec des collaborations qui se renforcent. C'est le RCEP, l'accord global de coopération économique. Donc, la Chine joue sur tous ces tableaux aussi. Et c'est aussi pour ça, c'est parce que la Chine est aussi puissante
dans le domaine économique que cette faillite inquiète autant. Il faut se rappeler que toutes les crises financières ne démarrent pas par une crise immobilière, mais toutes les crises immobilières finissent en crise financière. Donc c'est aussi ça qui est en jeu dans toute cette affaire-là. Ça pourrait avoir une incidence sur les marchés internationaux. Tout à fait. Lehman Brothers, dont on parlait dans votre reportage, ça a quand même commencé par la crise des subprimes. Et la crise des subprimes, c'est une crise qui est directement liée à l'éclatement d'une bulle immobilière aux États-Unis. Donc c'est tout cet aspect-là qui revient, à la différence près que dans les difficultés d'Evergrande, vous avez deux éléments qui jouent très fortement. Le premier, c'est le Covid. Evergrande est propriétaire de centres commerciaux qui ont été fermés pendant des mois et des mois à cause du Covid, donc des difficultés bien évidemment très logiques. Et puis le deuxième aspect, c'est une réglementation qui, dans le contexte de reprise en main de la Chine par Xi Jinping, des entreprises chinoises par Xi Jinping, une réglementation qui interdit en fait des promoteurs immobiliers à vendre à crédit avant d'avoir terminé le produit, ce qui fait beaucoup moins d'entrées en fait financières pour cette entreprise. Donc comme le disait Valérie, il est très clair que le gouvernement chinois a quand même aussi la main sur ce qui est en train de se passer. Ils vont payer les 260 milliards, non? Oui, probablement. Les conséquences seraient dramatiques s'ils ne le faisaient pas, et pas pour le reste du monde. Très vite, avant d'aller aux questions, François Clémenceau, on parle depuis le début de cette zone Indo-Pacifique. Nos alliés dans la région sur lesquels on peut s'appuyer, c'est les Indiens? C'est l'Inde? Alors il y a l'Inde, il y a le Japon, il y a la Malaisie et l'Indonésie. Ce sont des partenaires, pour le coup, avec qui on a plusieurs accords. Y compris en termes de défense et de contrats? Naturellement, absolument. Et puis après, on essaye d'étendre ce réseau, et notamment vis-à-vis de certains pays qui, encore une fois, craignent la domination chinoise. Le Vietnam, par exemple, mais les Américains, là aussi, sont très présents et avec énormément d'accords et de présence. Donc oui, l'idée, c'est de faire en sorte que tous ces pays du sud-est asiatique puissent avoir en quelque sorte non pas des parrains qui viendraient faire du néocolonialisme, mais avoir des partenaires et suffisamment divers pour qu'ils puissent ne pas être, j'allais dire, dans un syndrome de vassalité vis-à-vis d'un seul. Or, c'est exactement ce que vient de faire l'Australie en choisissant un seul partenaire et, j'allais dire, pour le meilleur ou pour le pire. Et nous revenons maintenant à vos questions. Christophe, dans les Hauts-de-Seine, pourquoi la diplomatie française n'a-t-elle pas vu les signes avant-coureurs et agi pour prévenir ce torpillage? Armelle Charrier, on n'a rien vu venir. Non, l'annonce a été faite brutalement. Alors, est-ce qu'il y a eu des micros, des conseillers qui, du coup, ont donné quelques indications très délicatement? Ça, je ne sais pas jusque-là, mais je crois qu'en fait, peut-être que ce qui a fait qu'on a raté la marche, c'est tout bêtement une question de culture. C'est-à-dire que je crois que la question française, on est sur une question de parole. À partir du moment donné où on a un contrat, la parole est engagée. Et on se retrouve dans un monde anglo-saxon où, certes, la parole est engagée, mais il y a quand même le business qui continue. Et donc, à ce moment-là, il faut continuer à travailler. Et il y a certainement manqué ce réflexe-là qui a été de se dire, une fois que l'accord a été signé, on est en fait rentré dans une nébuleuse qui allait essayer de se retourner et que ça, on n'en a pas tellement pris en compte. Alors il y a eu tout le travail de lobby qui a effectivement essayé d'avoir des articles très défavorables dans la presse, etc. Le PDG de Naval Group a pris les choses au sérieux puisqu'il est allé pendant le Covid sur place, il a accepté de faire 14 jours de quarantaine pour avoir des rendez-vous, etc. Mais on n'a certainement pas imaginé que quelque chose où la parole avait été engagée serait rompue. Et Michel Barnier, qui connaît bien les Britanniques et leur manière de négocier, justement cet après-midi a expliqué que cet accord n'avait sans doute pas été suffisamment accompagné politiquement. Sandra, dans le Vaucluse, l'Australie ne risque-t-elle pas une amende ou toute autre contrainte pour la rupture de cet accord? Sylvie Matelli? Oui, sans doute. Très certainement, très clairement. Et au-delà de l'amende prévue au contrat, comme on le disait tout à l'heure, il y aura certainement des recours en justice et donc des condamnations de l'Australie. Quand on parle de contrat, vous l'avez dit très brièvement tout à l'heure, François Clémenceau, c'est vrai que là on parle d'un contrat qui pourrait se finaliser dans les 10-20 prochaines années. C'est-à-dire que là, les négociations et les discussions juridiques qui vont débuter à partir d'aujourd'hui, ça peut durer encore pendant... Oui, naturellement. Mais en même temps, ce contrat, c'était un contrat par tranche. C'est-à-dire qu'on signe en 2016, on commence à faire des travaux d'études, 2017, 2018, et oui, bien sûr, mais au fur et à mesure. C'est pas comme si on disait, bah oui, c'est un contrat de 50 milliards, tenez, prenez les 50 milliards, et puis ensuite on attend les bateaux dans 20 ans. Non, donc c'est un... J'adore quand vous me regardez comme ça, non. À chaque fois, on renégocie, et on renégocie toutes les phases, et construire des bateaux et les vendre, ça prend énormément de temps, et à chaque moment, à chaque étape, on re-signe encore des accords. Ça veut dire que Naval Group et la France a déjà reçu des sommes pour la négociation et la construction même de ce contrat. Les travaux d'études, naturellement. Et puis, encore une fois, le chiffre qui était évoqué ce matin, c'était donc 250 millions de pénalités au minimum, ne serait-ce que pour ce geste de rupture. Mais
encore une fois, l'Australie avait la possibilité de sortir. C'est pas comme si ce qu'ils venaient de faire était illégal. Dans chaque contrat, il y a une possibilité de sortir du contrat, mais effectivement avec un prix à payer. Bernard, dans les Yvelines, la France et l'Union européenne ne sortent-elles pas marginalisées de cette opération ? Ah, si, un petit peu. Si, si, parce qu'effectivement, ça montre que, en fait, il y a deux choses. La première, c'est effectivement que ça renforce le bloc anglo-saxon dont on parlait, les États-Unis et leurs alliés classiques, traditionnels, sur lesquels ils s'appuient. Et puis sur le fait que ça renvoie une volonté certainement américaine de rappeler que nous sommes leurs alliés, mais que quand ils veulent nous voir petits, on reste petits. Et que l'Europe a toujours joué des différences en disant justement entre le libéralisme américain et entre le côté très dictatorial chinois, il y a la France qui a justement des valeurs, la France et l'Europe, qui du coup est capable d'être plus nuancée, qui est capable d'avoir quelque chose de plus humain. Et on le remet souvent quand on dit, ben voilà, il faut en parler dans plein de choses. Mais là, on montre qu'en fait, on s'en fiche de nos valeurs. Sylvie Matelli. Je crois qu'on n'a pas vu, me semble-t-il, encore réagir les Européens par rapport à ce camouflet. Mais on peut imaginer qu'après l'Afghanistan, ça fait beaucoup quand après même. Différents événements, ça fait un petit peu beaucoup. Et que l'idée d'une défense européenne, l'idée d'autonomie stratégique devrait quand même sortir renforcée de ces choses-là. C'est à chaque fois ce qu'on dit. C'est à chaque fois ce qu'on dit. C'est vrai aussi. Allez, Françoise, dans l'Aude, l'Angleterre a-t-elle quitté l'Union européenne pour devenir un nouvel État des États-Unis ? Alors, elle est rude cette question, mais en même temps, c'est assez vrai. La Grande-Bretagne se remet sous la coupe américaine. Lorsque le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne, il avait ce qu'on appelle une relation privilégiée, une special relation avec les États-Unis d'Amérique, et notamment sur le plan stratégique, et notamment sur le plan nucléaire. Donc là, cette idée d'aller associer la Grande-Bretagne sortie de l'Europe dans cette affaire australienne, c'est une façon effectivement d'aller chercher un partenaire qui soit géographiquement européen, et le seul qui était capable de pouvoir rentrer là-dedans, c'était effectivement le Royaume-Uni, bien que, d'après ce que je comprends, il n'a pas les compétences non plus pour fabriquer ces sous-marins. Donc c'est plus un partenaire politique qu'un partenaire industriel. Ils étaient très agacés, les Britanniques, sur l'Afghanistan aussi. Oui, naturellement. Ça n'avait pas été prévenu. Et à raison d'ailleurs, parce que là encore, ça s'est fait d'une façon extrêmement mouvementée, brutale, sans grande concertation. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est que lorsque, je me rappelle, Biden est arrivé et qu'il a choisi Anthony Blinken comme secrétaire d'État, au Quai d'Orsay et ailleurs, on disait c'est notre copain, il parle français, il est francophile, il a passé 10 années en France, on est d'accord à peu près sur tout, et évidemment, on ne peut pas être d'accord non plus sur tout. Et puis, lorsqu'il y a eu l'Afghanistan, c'était tiens, c'est drôle, ils disent des choses et puis ils font le contraire. Et maintenant, je ne vous raconte même pas ce qui se dit, c'est vraiment une forme... Trahison. Oui, mais quand vous engagez de la relation personnelle à ce point aussi, avec des hommes, ce sont des hommes aussi, hein, eh bien vous vous dites... c'est encore plus dur à avaler. Oui, et ça ne va pas pouvoir durer comme ça, j'allais dire, de façon sereine et apaisée, non ? Nicolas, dans le Bas-Rhin, Joe Biden ne fait-il pas comme Donald Trump, en plus sournoisement ? Il reste américain, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on a beaucoup regardé chez Donald Trump quelque chose de négatif, et en fait, en oubliant que les Américains se servent d'abord et que le business fait partie de leur ADN. L'obsession des États-Unis envers la Chine ne devient-elle pas dangereuse, Valérie Niquet ? Je ne suis pas certaine que cette obsession soit dangereuse. Il y a la réalité de ce qu'est la Chine aujourd'hui, des déséquilibres qu'elle suppose, de la menace qu'elle représente, y compris d'ailleurs sous forme de pression militaire en Asie, notamment, ou de pression commerciale, ou de forme de chantage. Donc il n'y a pas, je renverserai pas en disant tout ça c'est de la faute des États-Unis contre la Chine. Je pense qu'il y a une réaction américaine et d'autres puissances face à une Chine qui est de moins en moins acceptable. Donc ça, je n'irai pas jusqu'à porter l'analyse là. Mais on voit bien qu'avec ce type d'attitude aux États-Unis, tous ceux... l'anti-américanisme. C'est exactement ce que vous nous disiez en début d'émission. Eh bien, ont des arguments. On va dire, mais regardez, les Américains sont pires que les Chinois, ils nous trahissent, et où est la vraie menace ? Ils nous espionnent aussi, certains diront, et tout ça est aussi vrai d'une certaine manière. Mais vous voulez dire que ça redonne du grain à moudre pour tous ceux en Europe qui veulent un rapprochement commercial, notamment avec la Chine. Exactement. Et au Japon aussi, d'ailleurs, et dans d'autres pays qui ont intérêt à coopérer, comme on le disait, économiquement avec la Chine, par exemple. Bernard, si les États-Unis veulent nous entraîner dans un conflit contre la Chine, avons-nous les mains libres pour ne pas les suivre ? Taïwan.
Taïwan, on y vient. Allez. Si jamais, effectivement, il devait y avoir un scénario militaire entre la Chine et Taïwan, oui, les États-Unis interviendraient. Je crois que ce qui vient d'être dit avec l'Australie va dans cette direction. La vraie question, c'est qui en Europe, ailleurs, rejoindrait les États-Unis dans ce combat-là. Autrement dit, est-ce que nous, petits Français ou petits Allemands, petits Danois, est-on prêts à mourir pour la démocratie à Taïwan? C'est un vrai sujet et je pense que ça occupe les esprits. Et je ne connais pas beaucoup de responsables français qui écartent cette option en disant ça n'existera jamais. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet. Et n'oubliez pas que vous pourrez retrouver C'est dans l'air quand vous le voulez, en replay sur France.tv ou sur toutes les plateformes en podcast. Tout de suite, c'est à vous.